Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Lynch. À la une ce mois. À la une ce mois, un sujet à l'ordre du jour le 16 août. Le monde a connu une évolution majeure. Les pays dans le cadre des Nations Unies ont adopté les termes de référence qui guideront les discussions et les négociations en vue d'établir une coopération fiscale internationale plus inclusive et plus juste. Le document a été fortement influencé par le groupe africain et l'ensemble plus général des pays du Grand Sud. Une victoire pour les organisations de la société civile. Nous allons revenir sur quelques points qui ont fait l'objet de discussions entre les parties prenantes. Je rappelle que vous pouvez écouter notre podcast sur la page des podcasts de Tax Justice Network sous le lien podcast.taxjustice.net. Mais vous pouvez aussi nous écouter sur l'ensemble des applications de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Spotify et 10 autres applications qui diffusent des podcasts. Vous pouvez aussi nous retrouver sous l'onglet www.impôts-et-justice-sociale.com pour nous retrouver sur notre page YouTube, mais aussi, pour ceux qui veulent interagir avec nous, notre page Facebook, Impôts et Justice Sociale, et notre page Twitter, pour ceux qui aiment X, hashtag Impôts Social. Et pour nous écrire, impôts avec S-8 social, @outlook.fr. Je précise aussi que ce podcast a bénéficié du recours à l'intelligence artificielle pour le doublage des voix en anglais, mais aussi pour faire parler du texte lorsque nous n'avons pas pu rencontrer les experts concernés. Voilà pour les détails. À tout de suite pour plus de détails encore. C'est une journée historique. En seulement quelques mois de négociations à l'ONU, nous avons obtenu plus de progrès pour réformer le système fiscal mondial que ce que l'OCDE a accompli en plus de 60 ans. C'était là le début du sentiment partagé par Alex Cophram, directeur exécutif de Tax Justice Network, qui, comme vous le savez, a œuvré au cours des 20 dernières années à pousser pour un cadre de concertation plus juste et plus inclusif, notamment dans le cadre des Nations Unies, dans le cadre de la coopération fiscale internationale. Il exprimait son sentiment de joie dans un communiqué publié sur le site de Tax Justice Network, mais que nous avons réussi à faire parler grâce à une voix d'intelligence artificielle. Cela dit, l'adoption du document n'a pas été une chose facile. Les négociations sont passées du 29 juillet au 16 août 2024 et jusqu'au 16 août, l'ensemble des pays de l'Union européenne et de l'OCDE de manière beaucoup plus globale essayaient d'introduire des propositions qui, du point de vue finalement du groupe africain et de l'ensemble des pays du Grand Sud, constituait un problème. Nous allons écouter une des propositions qui a été faite par le Royaume-Uni. Une convention cadre des Nations Unies pourrait jouer un rôle important dans le soutien à une coopération fiscale internationale inclusive et efficace. Mais comme pour les initiatives fiscales multilatérales précédentes, elle ne parviendra à atteindre cet objectif que si elle bénéficie d'un large soutien de la part des membres et permet une large participation. Sans cela, il sera difficile d'atteindre les objectifs définis dans le mandat. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours considéré qu'il s'agissait d'un principe clé qui devrait influencer le résultat. Nous proposons un vote pour amender le mandat afin d'inclure 2 nouveaux paragraphes pour refléter ces points. Premièrement,
un nouveau paragraphe 9b bis pour inclure une référence à la maximisation de la participation. Et deuxièmement, un nouveau paragraphe 20 bis pour confirmer que la prise de décision sera abordée lors de la session d'organisation. Nous reconnaissons que la recherche d'un consensus peut s'avérer difficile et longue compte tenu des différents points de vue et objectifs des États membres, mais nous considérons qu'elle est cruciale pour garantir que les résultats de ce processus soient durables et viables. Nous encourageons les États membres à voter en faveur de ces amendements. À la suite du Royaume-Uni, nous avons écouté le délégué du Canada qui a pensé qu'on devrait introduire une provision dans les termes de référence qui aurait pour but de pousser les négociateurs à se référer à des travaux déjà existants. Évidemment, on parle là des travaux qui ont été jusque-là menés majoritairement par l'OCDE et qui n'ont pas toujours obtenu l'assentiment de tout le monde, y compris de plusieurs pays de l'OCDE. Le Canada lui-même avait émis des réserves sur un certain nombre de choses proposées dans le cadre de la solution à 2 piliers de l'OCDE, pilier 1, pilier 2. Écoutons ce que le représentant du Canada avait proposé comme réforme. Nous proposons un amendement qui comprend 2 changements distincts. Premièrement, nous proposons d'insérer le paragraphe 22 avant le paragraphe 10 en tant que section distincte, intitulée « Relations entre la Convention cadre et d'autres travaux menés dans d'autres enceintes ». La nouvelle Convention cadre et les protocoles devront prendre en considération les instruments, normes et institutions existants afin de maximiser les synergies et les complémentarités tout en minimisant les redondances et les perturbations. Il s'agit là d'une réalité. Les efforts déployés dans le cadre de la Convention devront combler les lacunes et les déficiences de l'architecture fiscale internationale existante de manière pragmatique et ciblée. Cela sera essentiel pour garantir l'efficacité et l'efficience des efforts de coopération fiscale internationale déployés dans le cadre de la Convention. Nous pensons que cette reconnaissance devrait guider tous ces efforts pendant la négociation de la Convention ainsi que lors de sa mise en œuvre par le biais de protocoles et d'autres initiatives. Le deuxième changement que nous proposons est de modifier la clause F du paragraphe 9 afin d'ajouter une référence à l'amélioration de la mobilisation des ressources nationales et à la nécessité de renforcer le système fiscal national et la capacité institutionnelle. Pour parvenir à un développement durable, il est impératif de renforcer la mobilisation des ressources nationales. Le renforcement des systèmes fiscaux nationaux et de la capacité institutionnelle a un rôle central à jouer à cet égard. Selon nous, l'importance de la mobilisation des ressources nationales n'est pas suffisamment reconnue dans les termes de référence. Nous avons entendu de nombreux pays souligner l'importance de la mobilisation des ressources nationales et nous pensons que nombre d'entre eux attendent de la Convention cadre qu'elle soutienne davantage les efforts qu'ils déploient pour améliorer la mobilisation des ressources nationales par le biais d'une amélioration de la fiscalité et de l'administration nationale. La contribution Cet après-midi-là a été marqué par plusieurs autres propositions de pays européens, notamment la Hongrie, la Pologne, la France. Tous se sont alignés sur des positions européennes, mais aussi sur des positions de l'OCDE. Mais l'Afrique était au rendez-vous de ces discussions. L'Afrique qui, pour une fois, avait le soutien des pays du Grand Sud. L'Afrique qui pouvait discuter sur une voie égale. L'Afrique représentée par le Nigeria. Écoutons ce qu'a dit le représentant du Nigeria, parlant au nom du groupe africain à toutes ces propositions. Je peux vous le dire tout de suite, il a dit non. Il ne faut pas voter pour ces amendements parce que ça réduirait les efforts d'inclusivité que nous avons menés au cours des récentes discussions. Écoutons le représentant du Nigeria. Dès le début, le groupe africain s'est engagé dans ce processus avec une transparence totale, un engagement et un esprit d'inclusion. Nous nous sommes engagés avec sincérité et intégrité. Nous avons participé honnêtement et de bonne foi, en nous efforçant de faire en sorte que les résultats de nos travaux reflètent les diverses perspectives de tous les États membres. Le texte actuel, tel qu'il a été rédigé, n'est pas parfait, mais il reflète un équilibre délicat entre les points de vue de toutes les délégations.
Les amendements proposés, s'ils sont acceptés, compromettraient donc cet équilibre et créeraient un cadre de deuxième niveau. Une convention qui ne répondrait pas aux préoccupations des pays en développement et à leur capacité à mobiliser les ressources nécessaires pour financer leur développement et atteindre les ODD. En outre, ces amendements ne sont pas conformes aux principes que nous nous sommes collectivement engagés à respecter et ils risquent de faire dérailler les progrès que nous avons réalisés. Nous appelons donc toutes les délégations à rejeter ces amendements et à voter contre. Il est essentiel que nous maintenions les principes d'équité et d'inclusion qui ont guidé nos efforts. Un vote contre ces amendements est un vote en faveur d'un cadre transparent, équitable et inclusif qui profite à tous. Compte tenu de ce qui précède, le groupe africain a appelé à un vote contre ces amendements et nous réitérons notre appel à toutes les délégations pour qu'elles fassent pareil. Les résultats des votes sur les différentes propositions d'amendement sont connus à plus de 100 voix à chaque fois. Ces amendements ont été rejetés. Une victoire pour le groupe africain, une victoire pour l'ensemble des blocs des pays du Sud qui n'avaient plus l'intention de se faire dicter la manière dont les décisions sur la coopération internationale devraient être menées. Le vote, à chaque fois, a été défavorable aux amendements. Et plus loin, le Nigeria a une fois de plus porté sa voix, porté la voix du groupe africain, porté la voix du pays du Grand Sud afin de demander aux délégués participants au vote de ces termes de référence de pouvoir adopter les termes de référence que eux avaient influencés, des termes de référence qui quelque part représentaient un ensemble de valeurs qui leur semblaient pertinentes à faire paraître lorsque les négociateurs prendront le relais. Écoutons l'appel au vote du délégué du Nigeria. Évidemment, un délégué qui parle au nom du groupe africain et le groupe africain lui-même qui reflète les idées du Grand Sud. Le groupe africain a lancé ce processus avec un objectif précis. Assurer l'inclusion dans les discussions sur la fiscalité internationale. Depuis trop longtemps, les voix des pays en développement, notamment en Afrique, ont été exclues des délibérations sur la fiscalité mondiale. Nous reconnaissons le besoin urgent d'un processus dirigé par les Nations Unies, permettant à toutes les nations de négocier sur un pied d'égalité. Un tel processus doit être fondé sur le multilatéralisme et guidé par des principes de justice, d'équité et de responsabilité partagée. Nous aspirons à un système fiscal international plus équitable et inclusif. En soutenant ce processus, nous nous alignons avec la majorité de nos alliés qui comprennent que l'avenir appartient à ceux qui favorisent la coopération plutôt que la division et le dialogue plutôt que la discorde. C'est une avancée significative si elle est adoptée, mais il est essentiel de ne pas perdre de vue le travail qu'il reste à accomplir. C'est pourquoi nous appelons les pays à voter en faveur de ce document. Madame, Monsieur, vous savez déjà tous le résultat du vote à l'issue des discussions sur les termes des références. Le document qui avait été fortement influencé par le groupe africain, qui est soutenu par l'ensemble des pays du Grand Sud, soutenu par la coalition mondiale pour la justice fiscale, dont Tax Justice Network fait partie, aux côtés d'autres ONG, notamment en Afrique, Tax Justice Network Africa, ou encore des organisations comme Eurodad, comme le Global Alliance for Tax Justice, ou encore le ICRIT, qui ont poussé pour qu'on puisse parvenir à des termes de référence qui représentent une meilleure inclusivité. Le vote a été magistral, 110 voix pour, une quarantaine d'abstentions, non plus de rejet, mais d'abstention. Et 8 pays qui ont voté contre. Parmi les 8 pays qui ont voté contre, le Royaume-Uni
faut rappeler que le Royaume-Uni, même s'il a amélioré progressivement les normes de transparence financière, continue d'être un peu le pays tutelle de plusieurs juridictions qui sont spécialisées dans l'opacité financière. Mais écoutez ce qu'a dit la représentante des Royaumes-Unis. Elle a regretté un vote qui n'a pas tenu compte des enjeux consensuels. Écoutons ce qu'elle a dit à l'issue de ce vote, où bien sûr, les pays de l'OCDE ont été les perdants. Le Royaume-Uni s'est engagé à promouvoir une coopération internationale inclusive et efficace en matière de fiscalité. Nous continuons à soutenir le rôle qu'une convention cadre des Nations Unies pourrait jouer pour atteindre nos objectifs communs et avons été des participants actifs et constructifs dans les négociations. Cependant, nous pensons qu'une telle convention ne réussira que si elle s'appuie sur les initiatives existantes et obtient le soutien et la participation de tous les membres. Nous sommes déçus que certains principes jugés importants par les délégations ne soient pas suffisamment reflétés dans le texte actuel. C'est pourquoi nous avons demandé des amendements au texte. Nous nous réjouissons du soutien reçu pour ces amendements, mais comme ils n'ont pas été adoptés, nous avons malheureusement voté contre le texte final. Le Royaume-Uni continuera à adopter une approche constructive lors des prochaines négociations, tout en exprimant ses préoccupations lorsque les objectifs de la Convention cadre semblent menacés. Nous espérons que cette approche ouverte et transparente permettra d'aborder ces préoccupations lors des prochaines étapes du processus. Un autre pays qui a voté contre, ce sont les États-Unis. Nous avons mis beaucoup de ressources, a dit le représentant de ce pays. Mais il faut se rappeler que les États-Unis sont parfois un facteur difficile dans les négociations internationales. Ils influencent la manière dont les textes doivent être constitués, mais parfois eux-mêmes ne valident pas en interne les textes internationaux adoptés, ou même ils peuvent les rejeter lorsque ça n'arrange plus les intérêts des acteurs politiques du moment. C'est pareil aussi dans le cadre de l'OCDE. Mais là, ils ont exprimé leurs sentiments à l'issue de ce vote, où bien sûr, la Grande Amérique s'est retrouvée contrainte par la force du nombre, par la force de ceux qui cherchaient la justice fiscale, la justice sociale et tout simplement la transparence fiscale au niveau international. Écoutez le point de vue du représentant des États-Unis pour expliquer pourquoi ils n'ont pas voté pour les termes de référence tels qu'ils ont été designés. Les États-Unis regrettent de ne pas pouvoir se joindre au consensus sur ce rapport ou sur les termes de référence. Nous souhaitons expliquer les raisons qui motivent notre décision de procéder au vote contre. Tout au long de ce processus, nous avons formulé de nombreuses suggestions sur l'importance d'un consensus et d'un large soutien pour garantir le succès de ce projet ou de tout autre projet de coopération fiscale internationale. La mise en œuvre de réformes fondamentales de la fiscalité internationale exige une participation et une coopération maximale sur des sujets très complexes, tels que la complexité des calculs fiscaux, les ressources allouées à l'application des lois et la rationalisation des accords internationaux existants. Si l'objectif ultime est de réaliser des changements significatifs et durables dans la coopération fiscale internationale, la seule voie pour y parvenir est de recueillir un large soutien. Une coopération fiscale internationale inclusive et efficace nécessite une adhésion mondiale. Nous ne considérons pas cette idée comme controversée. Malheureusement, ce principe clé n'a pas été reflété ici aujourd'hui. Nous nous engageons et continuerons à nous engager de manière constructive pour résoudre les problèmes qui nous tiennent à cœur, ainsi qu'à d'autres juridictions. Comme de nombreux pays présents ici, nous avons investi des ressources significatives de notre département d'État et de notre département du Trésor pour trouver un terrain d'entente sur les questions prioritaires. Comme nous l'avons indiqué à travers de nombreuses contributions orales et écrites, nous espérions également que le mandat du comité de négociation intergouvernemental proposé serait plus flexible. Nous pensons que le comité proposé serait mieux placé pour examiner et analyser les engagements et les protocoles, notamment en raison de la portée très ambitieuse et ambiguë des sujets soulevés ici. Nous espérions également une réflexion plus approfondie sur le principe de complémentarité, en tenant compte du travail considérable et de l'expertise d'autres forums. Malheureusement, malgré tous les efforts pour trouver une voie à suivre, nous ne voyons pas ces priorités reflétées.
On dirait une déception, mais nous avons été victimes de déceptions pendant des décennies. Et aujourd'hui, l'heure est venue pour les pays africains, pour les pays du Grand Sud, pour le groupe africain, pour le Nigeria, le Kenya, le Ghana, le Sénégal, qui ont pris la parole à chaque fois pour remettre en cause les tentatives des parties les plus puissantes à réduire la force des termes de référence. On a discuté des délais, on voulait des délais qui vont aller sur près de 36 mois, mais ils ont dit non, ce n'est pas possible, il faut qu'on ait des délais courts, il faut qu'on discute des choses précises. Nous les avons vus à l'œuvre et aujourd'hui, ce sont des efforts que Sergio Chaparro, qui est le responsable du plaidoyer chez Tax Justice Network, a salué dans le communiqué que nous avons publié. Nous avons pris son commentaire que nous avons transformé en voix grâce à des outils d'intelligence artificielle. Écoutez le message de Sergio Chaparro. Nous félicitons les pays pour leur décision aujourd'hui de définir des termes de référence ambitieux dans l'intérêt de leur population, de leurs économies et de notre planète. Pendant trop longtemps, les paradis fiscaux et les lobbyistes des entreprises ont exercé une influence excessive sur les règles fiscales mondiales à huis clos sous l'égide de l'OCDE. Aujourd'hui, les gouvernements ont franchi une étape importante en reprenant le pouvoir pour leurs citoyens sur des règles fiscales mondiales qui nous concernent tous. Le transfert des règles fiscales mondiales à l'ONU permettrait enfin qu'elles soient décidées de manière transparente et démocratique, où les gouvernements seraient responsables devant leurs citoyens, garantissant ainsi des progrès vers nos droits humains partagés. Bien sûr, toute la grande équipe de Tax Justice Network était tout simplement heureux. Je parle d'Andrés Nobel, qui est celui qui a poussé le plus les études en matière de transparence effective sur la propriété réelle. Je pense à Markus Meinzer, qui est le responsable de l'unité de réflexion politique chez Tax Justice Network, qui a fait des travaux très importants sur la progressivité de l'impôt. Je pense à des collègues comme par exemple Moran Hariri, qui pilote, coordonne l'indice d'opacité financière, qui est un important document, un important ouvrage qui permettrait au pays de faire une évaluation de leur capacité à combattre l'opacité. Nous étions tous contents chez Tax Justice Network de cet aboutissement, mais le plus heureux, c'était Alex Cobham, directeur exécutif de Tax Justice Network. Écoutez son propos. Évidemment, il a salué le fait que pour une fois, il y a une opportunité d'avoir des discussions fiscales inclusives où tout le monde discuterait égal à égal. Écoutons Alex Cobham, lui aussi, un message que nous avons transformé du texte à la voix grâce à l'intelligence artificielle. C'est une journée historique. En seulement quelques mois de négociations à l'ONU, nous avons obtenu plus de progrès pour réformer le système fiscal mondial que ce que l'OCDE a accompli en plus de 60 ans. Pour la première fois, des engagements ont été pris pour une répartition équitable des droits d'imposition entre les pays et pour garantir que les politiques fiscales ne compromettent pas les droits humains à travers le monde par égoïsme et manque de vision. Cela démontre clairement qu'un processus transparent et démocratique est bien plus efficace pour résoudre nos problèmes mondiaux que les négociations opaques menées dans le club des pays riches à l'OCDE. Aujourd'hui, la majorité des pays ont voté pour faire avancer le monde vers la réintroduction d'une fiscalité directe efficace, y compris pour les multinationales et les ultra-riches. Bien que l'accord unanime sur le texte à l'ONU soit l'idéal, la majorité écrasante des pays, cherchant un accord ambitieux, doit continuer à avancer, quitte à organiser un vote public si nécessaire. Les termes de référence ont été finalement adoptés. Nous savons qu'il faudra pratiquement 3 ans de négociations avec 3 rencontres annuelles qui ne dépasseront pas 10 jours chacune pour négocier un accord qui devrait trouver la validation du plus grand nombre, parce que c'est la règle dans le cadre des Nations Unies. Mais nous savons aussi, avec l'article 15 des termes de référence, qu'au moins un point sera négocié
en même temps que la Convention elle-même, il s'agira de répondre aux défis de la fiscalité, des revenus qui proviennent des services transfrontaliers dans un contexte de digitalisation et de globalisation des économies. Les négociateurs pourront aussi choisir plusieurs autres thématiques additionnelles, comme par exemple la taxation du secteur digital, les mesures à prendre contre les flux financiers illicites à motivation fiscale, un point qui est très important pour le groupe africain, la prévention et la résolution des disputes fiscales. Et je dois rappeler que Tax Justice Network a fait d'importants travaux dessus grâce à plusieurs de nos experts qui ont d'ailleurs proposé cette question de résolution des conflits en matière de coopération fiscale dans le cadre des commentaires qu'on était appelés à faire lors du premier draft des termes des références. Il s'agira aussi d'adresser l'évasion fiscale et l'évitement fiscal des personnes ultra riches en s'assurant qu'ils sont imposés comme il se doit. D'autres sujets pourront aussi être abordés, mais nous allons revenir dessus dans les prochains jours. Mais revenons un peu quelques mois auparavant. On se rappelle à Paris, en mars, Tax Justice Network et le mouvement global pour la justice fiscale, ainsi que EU-Tax Observatory, l'Observatoire européen pour l'impôt, avait organisé un séminaire à Paris, en France, à l'École économique de Paris. Et on se rappelle qu'on avait écouté plusieurs experts, parmi lesquels Francis Keiru. Il est responsable des questions d'analyse politique au sein de Tax Justice Network Africa. Et il exprimait quelles peuvent être les attentes de l'Afrique dans le cadre d'une convention fiscale. Écoutons Francis Keiru. La manière dont nous taxons l'économie numérique reste une priorité essentielle pour nous. C'est une question qui concerne autant les pays en développement que les pays développés. Hier, nous avons entendu parler de la croissance des milliardaires. Si vous examinez cette catégorie, vous constaterez que la majorité de ceux qui s'enrichissent le plus rapidement sont impliqués dans la technologie et offrent des services en ligne. C'est pourquoi les réformes visant à mieux taxer les services numériques sont prioritaires pour nous. Deuxièmement, il y a la question de la mobilisation des ressources nationales. Les pays africains ont clairement indiqué que le système international et financier actuel rend difficile la mobilisation des ressources nationales et la génération de revenus. La dépendance accrue à l'égard de la dette et de l'aide a complexifié la situation. À ce jour, de nombreux pays, non seulement en Afrique mais aussi dans le Sud, dépendent essentiellement de la dette et de l'aide pour financer leur développement et la fourniture de services publics vitaux. En ce qui concerne l'allocation équitable des droits fiscaux, nous sommes préoccupés par le fait que la répartition actuelle réduit les recettes fiscales en Afrique, sous-finance les services publics et accroît les inégalités tant en Afrique que dans le Sud global. Si nous résolvons cette question, nous pourrons obtenir une part équitable des revenus fiscaux. Cela touche également à la participation inclusive. Comment l'Afrique est-elle impliquée dans les décisions fiscales mondiales ? Par exemple, lors de négociations cruciales comme celle sur la proposition des 2 piliers, seuls 4 des 54 pays africains ont été engagés. Cela pose la question, sommes-nous au menu ou à la table ? La participation inclusive est cruciale pour nous. Enfin, il y a la question de la transparence fiscale. Actuellement, les informations fiscales circulent principalement du sud vers le nord, tandis que le flux inverse est limité. Cela reste une priorité pour nous de parvenir à une transparence fiscale accrue, qui équilibre les intérêts des pays en développement et des pays développés. À Paris aussi, nous avions Sol Picciotto, éminent professeur de fiscalité internationale, dont les travaux au cours des dernières années ont fortement influencé le débat sur la justice fiscale, membre de l'ICRICT. Il a profité d'une tribune qui lui avait été donnée
pour dire ce qu'il espérait voir dans une convention de coopération fiscale internationale. Écoutons ce que disait Sol Picciotto à cette occasion. Tout indique clairement que cette convention devrait être constitutive au sens d'une constitution pour un système mondial de gouvernance fiscale. Elle devrait inclure des objectifs, des principes et une structure de gouvernance. Elle s'inspire de conventions cadres comme, par exemple, la Convention cadre sur le changement climatique, qui, bien qu'ayant une dynamique et un contenu différents, comporte des objectifs, des principes et une structure de gouvernance. La nature de cet accord est telle que ces obligations seraient contraignantes pour les États. Ce n'est pas comme une simple convention fiscale, j'aborderai d'ailleurs mes réserves à leur sujet plus tard, qui crée de véritables mesures de gouvernance fiscale. Il s'agit plutôt d'un cadre avec des obligations qui lient essentiellement les États. Les principes soulignés dans le rapport du secrétaire général sont très pertinents. Il doit être inclusif et efficace. Ces principes doivent être équilibrés. L'inclusivité signifie que tous les États devraient avoir le droit de participer sans pour autant y être obligés. Ils ont le droit de choisir de ne pas participer, ce qui est essentiel à noter. Quant à l'efficacité, elle nécessite le soutien d'une masse critique d'États pour que la structure soit véritablement opérationnelle, sans qu'une minorité réticente n'impose ses termes. Ce point mérite d'être approfondi. Il y a deux risques. D'une part, un cadre trop vague, sans contenu réel. D'autre part, l'intégration de concepts obsolètes. Nous devons concevoir un cadre tourné vers l'avenir, en tirant des leçons des erreurs passées en matière de fiscalité internationale. Au-delà d'un texte, au-delà d'une convention, la coopération fiscale internationale aura besoin d'institutions sur lesquelles vont reposer sa mise en œuvre. Sol Picciotto avait aussi une vision pour cela. Et de son point de vue, il ne fallait surtout pas recopier ce qui avait été fait par l'OCDE, qui a montré évidemment la complexité avec laquelle ces choses-là peuvent être mises en œuvre si elles sont organisées telles que l'institution l'avait proposé. Écoutons une fois de plus Sol Picciotto. Il ressort clairement de toutes les consultations qu'il est nécessaire de rationaliser les institutions existantes. Beaucoup de choses ont été dites à ce sujet. Les pays de l'OCDE ont évoqué la question de la duplication. Mais comme je l'ai mentionné hier en réponse au défi lancé par Alice et Christian, nous devons vraiment être francs à ce sujet. L'OCDE est l'organisme qui a tenté de créer un cadre fiscal mondial de facto, avec la création de 5 forums mondiaux différents, des cadres inclusifs, etc. De manière étonnante, et je l'ai expliqué dans mon document, qui, je l'espère, sera distribué, ce processus qui s'est déroulé au cours des 20 dernières années, depuis que l'OCDE a créé un forum sur l'administration fiscale en 2002 au niveau des commissaires aux impôts et d'autres forums par la suite, a coïncidé avec une période où même les pays de l'OCDE commencent à voir l'approche de l'OCDE en matière de fiscalité internationale comme un échec. À partir de 2012, le processus BEPS a été lancé et ce qui a suivi a été une réévaluation radicale. Cependant, comme nous l'avons analysé en profondeur, les résultats du processus dominé par l'OCDE ont, dans une large mesure, échoué. Cet effort est arrivé à sa limite, ce qui a conduit à une énergie renouvelée pour une nouvelle approche, un nouveau cadre. Comme je l'ai répété hier en réponse à Alison, les principaux moteurs de ce changement sont clairement les pays non membres de l'OCDE, qui ont participé à tous ces forums mondiaux, mais qui ont maintenant constaté leur échec. Il est crucial que les BRICS, les pays du G20 et d'autres qui ont rejoint ces forums, ainsi que ceux qui ne l'ont pas fait, comme l'a mentionné Francis, soient ceux qui ont voté pour un cadre mondial. Par conséquent, la duplication implique en réalité de changer tout le processus. Si ces pays décident de quitter l'OCDE, celle-ci n'aura pas d'autre choix que de s'engager dans la création d'un nouveau cadre. Toute la question de la duplication se dissipera alors et l'OCDE redeviendra ce que Toby a souligné qu'elle devrait être, un groupe d'États membres.
Une convention qui aura force constitutive, force de constitution, mais un cadre de mise en œuvre inclusif, un cadre de mise en œuvre qui favorise la concertation. Voilà ce que propose le professeur Sol Picciotto dans le cadre de ce qu'il voit comme étant la future convention de coopération fiscale internationale. Mais la grande question est: qu'est-ce qu'on doit retrouver dans cette convention? Mais surtout, quels seront les problèmes majeurs qu'il faudra éviter lors des négociations? Écoutons une fois de plus Sol Picciotto. Je pense que le concept fondamental devrait être la coopération en matière de fiscalité internationale. Ne sous-estimons pas le défi que cela représente. Nombreux sont ceux qui plaident encore en faveur d'une concurrence fiscale et qui sont réticents à l'idée de coopération dans ce domaine, ce qui en fait un véritable défi. Je pense que ce sera un défi particulier pour les États-Unis. Pour diverses raisons, les États-Unis ont toujours eu une attitude ambivalente à l'égard des organismes mondiaux. Souvent, il y a eu des tensions entre les internationalistes libéraux, favorables au multilatéralisme, et les isolationnistes ou détracteurs des organisations mondiales. Les États-Unis s'engagent parfois dans des processus, indiquent comment ils souhaitent qu'ils soient façonnés, puis refusent d'y adhérer ou même les sabotent. On peut penser à la Convention sur le droit de la mer, que les États-Unis n'ont jamais signée, ou à d'autres exemples de conventions mondiales, comme celle sur la diversité biologique. Les États-Unis ont souvent dicté leurs conditions sans adhérer, et c'est ce que nous pourrions voir de nouveau dans le domaine de la fiscalité internationale. Ils n'ont pas ratifié la version 2010 de la Convention d'assistance mutuelle, bien qu'ils soient membres du Forum mondial. Faire ratifier des conventions aux États-Unis est notoirement difficile. Je propose donc que les objectifs soient alignés sur les objectifs de développement durable, mais les principes sont tout aussi cruciaux. Premièrement, il est essentiel d'avoir une assistance mutuelle renforcée ces dernières années, même via l'OCDE. Deuxièmement, il faut considérer les droits de l'homme. Comme l'a souligné Maria, c'est important. Mais il existe des concepts contestés dans ce domaine. Les droits de l'homme de première génération, par exemple, concernent les droits individuels. Ces droits ont souvent été utilisés pour entraver la coopération fiscale. Le droit à la vie privée, par exemple, a été invoqué pour bloquer l'échange d'informations. De même, le droit de propriété a servi à contrer des impôts, comme l'impôt sur la fortune ou les bénéfices excédentaires. Il est intéressant de noter que Maria a mentionné les obligations, qui semblent plutôt relever de la deuxième génération de droits. Il est donc crucial de réfléchir soigneusement aux principes des droits de l'homme, qui pourraient être intégrés dans la Convention. Bien évidemment, nous allons continuer de suivre le professeur émérite Sol Picciotto dans le cadre de ses futures interventions sur ce débat qui, je le rappelle, doit durer au moins 3 ans avec 3 rencontres prévues chaque année d'au moins une dizaine de jours. Les négociations promettent d'être serrées. Nous entrerons dans la partie technique et justement Sol Picciotto a rappelé cela en disant que de plus en plus on mettra en avant les questions de droits de l'homme, mais j'ai envie de dire qu'avec S.J. Harik, une doctorante de la Leiden University aux Pays-Bas, il faudra aussi voir avec le droit des femmes. Bien sûr, les femmes sont majoritaires dans la population mondiale et ce débat doit pouvoir les concerner car la manière avec laquelle la fiscalité sera organisée impactera la vie de milliards de femmes à travers le monde qui continuent d'être victimes des inégalités, quoi qu'on dise. C'est malheureusement vrai. Nous devons travailler à l'inclusivité, non pas seulement des pays, mais aussi l'inclusivité de la garantie du droit des femmes. C'est en tout cas ce que défend S.J. Harik. Elle explique pourquoi elle pense que cette option de discussion est pertinente. Elle expliquait lorsqu'elle était passée à la rencontre de Paris sur la Convention fiscale internationale. C'était les 14 et 15 mars 2024 dernier.
L'objectif initial de la Convention fiscale des Nations Unies était d'établir une coopération fiscale pleinement inclusive et plus efficace pour tous les pays, y compris ceux en développement. Pour cela, nous revendiquons à la fois l'égalité procédurale et l'inclusion matérielle. Aujourd'hui, j'aborde cette question sous un angle plus personnel, en me concentrant sur l'inclusion et l'égalité entre les hommes et les femmes. Dans mon document, je mets l'accent sur l'égalité procédurale, c'est-à-dire la participation et la représentation des femmes dans ces processus. Je mentionnerai également brièvement l'égalité substantielle, qui concerne l'intégration des questions d'inégalité entre les sexes dans l'agenda de la Convention fiscale des Nations Unies. Pour une perspective vraiment inclusive, il est essentiel de considérer non seulement l'inclusion des pays, mais aussi celle des individus, en particulier des femmes, dans les processus de politique fiscale et de législation. Nous devons d'abord atteindre l'égalité procédurale, ce qui nous permettra ensuite de progresser vers l'égalité substantielle. Cependant, même si nous parvenons à inscrire la question du genre à l'ordre du jour, sans l'égalité procédurale, l'inclusion ne sera jamais pleinement réalisée. Bien sûr, il y a toujours ce problème de représentativité des femmes, ce problème de prise en compte du genre vu sous le prisme des problématiques liées à la vie économique des femmes. Mais alors, quel est le problème? Comment est-ce qu'on peut l'aborder dans le cadre des négociations d'une convention fiscale internationale? Écoutons une fois de plus S.J. Harik. Le problème est que les femmes sont historiquement sous-représentées dans le droit international et les processus de prise de décision, tant au niveau national qu'international, y compris au sein des Nations Unies. Les femmes y sont sous-représentées, notamment dans le bureau récemment créé pour préparer les termes de référence. Cette invisibilité des femmes dans ces processus facilite l'ignorance des défis liés à l'inégalité entre les sexes. Et cela constitue la réalité actuelle. Il est essentiel d'éliminer ce déséquilibre entre les sexes. Pour ce faire, nous devons intégrer la question de l'équilibre et de l'égalité des sexes dans le cadre de la fiscalité internationale, de la gouvernance fiscale mondiale, des choix de politique fiscale et de la justice fiscale. Bien que ces dimensions soient toutes pertinentes, il est crucial de mettre en contexte l'inégalité entre les sexes en termes de participation et de représentation des femmes dans ces processus en tant qu'exigence des droits de l'homme au niveau international. Cela ne doit pas être perçu comme un simple choix ou une option politique, mais comme une obligation de garantir que les femmes participent et soient représentées de manière égale dans ces processus. On peut être sensibilisé sur la question et même comprendre le problème, mais comment est-ce qu'on intègre cela dans le cadre des négociations fiscales? Dans son papier, S.J. Harik a partagé quelques pistes. Nous espérons juste que ces arguments, qui sont pour le moins pertinents, feront l'objet d'une prise en compte par les parties qui vont négocier. De toutes les façons, il faudra faire avec le droit des femmes, parce qu'on ne peut pas faire sans presque la majorité de la population mondiale. Écoutons les pistes de réflexion d'S.J. Harik. Bien sûr, il y a toujours ce problème de représentativité des femmes, ce problème de prise en compte du genre vu sous le prisme des problématiques liées à la vie économique des femmes. Mais alors, quel est le problème? Comment est-ce qu'on peut l'aborder dans le cadre des négociations d'une convention fiscale internationale? Écoutons une fois de plus S.J. Harik. Comment pouvons-nous nous assurer de progresser vers l'égalité procédurale? La première étape pour établir un cadre pleinement inclusif et égalitaire dans les processus fiscaux de l'ONU consiste à aller au-delà de la simple parité numérique. Il est crucial de nommer des femmes à des postes plus élevés,
plutôt que de se contenter de quotas. Compte tenu du déséquilibre actuel entre les hommes et les femmes en termes de participation et de représentation, certaines actions positives pourraient être envisagées, qu'elles soient temporaires ou permanentes. Pour combler cet écart, il serait pertinent d'encourager une plus grande représentation des femmes que des hommes. Cette responsabilité revient à la fois aux États membres et aux Nations Unies. Les États membres doivent reconnaître ce déséquilibre et s'efforcer de nommer plus de femmes représentantes. De leur côté, les Nations Unies doivent inciter les États membres à prendre ces mesures et pourraient envisager certaines stratégies pour les encourager à nommer davantage de femmes. Je tiens également à rappeler le déséquilibre actuel dans la composition du bureau, qui est censé représenter l'équilibre des genres. Affirmer que 11 hommes et 9 femmes représentent un équilibre est inacceptable. Ce n'est pas une parité réelle. Concernant l'égalité réelle, nous savons que les structures fiscales internationales actuelles affectent différemment les femmes et, dans la plupart des cas, de manière négative. Les femmes font face à des défis spécifiques. Il est donc impératif d'inscrire la question de l'inégalité entre les sexes et les défis auxquels les femmes sont confrontées à l'ordre du jour des préparatifs des Nations Unies pour la Convention fiscale. Cette responsabilité incombe également à toutes les parties prenantes. Nous pouvons contribuer à travers des procédures d'engagement multipartites, comme cela a été mentionné aujourd'hui. Madame, Monsieur, c'est ce que nous avions prévu pour ce podcast un peu spécial, un podcast de bonnes nouvelles. Alex Cophram a parlé d'une occasion unique où la coopération fiscale pourra être discutée de manière inclusive. Le mouvement pour la justice fiscale internationale sera au rendez-vous, bien sûr. Il y aura 3 ans de négociations, bien sûr. Il y aura au moins 3 rencontres annuelles. Les thématiques seront difficiles. Les pays africains devront rester mobilisés, mais devront aussi avoir le maximum d'arguments pour contrer l'ensemble des revendications ou alors des protestations qui viendront de ceux qui ne sont pas en faveur d'une coopération fiscale plus inclusive. Et nous serons là avec l'ensemble de nos podcasts en français, en anglais, en arabe, en espagnol, en portugais, pour vous partager ces discussions, pour vous permettre aussi d'apprendre davantage sur des aspects techniques de la justice fiscale. Et d'ici là, écoutez notre podcast sur notre page de podcast, podcast avec s.taxjustice.net. Podcast avec s.taxjustice.net. Vous pouvez aussi nous écouter sur notre page YouTube www.impotetjusticesociale.com ou sur les applications de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher et 10 autres applications de podcast librement accessibles. Notre page Facebook, Impôt et Justice Sociale, notre page Twitter X pour les nostalgiques ou alors pour ceux qui le préfèrent, hashtag impôt social et pour nous joindre, impôt avec s-8 social @outlook.fr. Voilà pour votre podcast. À très bientôt pour de nouveaux développements. À très bientôt pour une nouvelle expertise. Au revoir.